كانت خطأ تدبير وتعطل لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, l'opposition syrienne rencontre l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, à Genève et exige l'arrêt des attaques contre les civils et l'accès aux populations assiégées. Une triple explosion au sud de Damas revendiquée par Daesh. La cible, le sanctuaire chiite de Saïd Zainab. Au moins 50 personnes ont été tuées et 110 autres blessées. Le patriarche Raïs salue la réconciliation FLCPL, estimant qu'il n'y avait plus aucune raison que l'élection présidentielle soit retardée. Le principal groupe de l'opposition syrienne a rencontré ce dimanche l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, dans un hôtel de Genève. Une rencontre en dehors du cadre officiel du Palais des Nations Unies, où se tiennent les pourparlers indirects avec le régime de Damas. Les explications de Lucie Debiol. Jusqu'au bout, sa présence aura été incertaine. Principale coalition de l'opposition syrienne, le Haut Comité des négociations participe finalement aux pourparlers à Genève. Nous sommes prêts, nous sommes ici pour parvenir à un accord, nous sommes prêts à négocier. Faisons au moins quelque chose pour la situation sur le terrain. Nous devons vraiment arrêter ces massacres contre le peuple. Le HCN avait posé plusieurs conditions à sa venue. La levée des sièges de plusieurs villes, l'arrêt des bombardements et la libération de prisonniers. Des revendications pour lesquelles il aurait obtenu des garanties de l'ONU et des États-Unis. La délégation de l'opposition syrienne a prévenu, si elle est à Genève, c'est pour résoudre la crise humanitaire avec les Nations Unies, pas pour négocier la paix avec les représentants du régime. À peine arrivée, elle a d'ailleurs menacé de repartir si Damas persistait à commettre ces crimes. Grâce au soutien militaire russe, Bachar al-Assad a repris du terrain aux rebelles, une centaine de villes ces 3 derniers mois. Des victoires militaires qui placent le régime en position de force pour négocier. Le dialogue doit durer 6 mois de discussions indirectes. Les délégations ne doivent pas se rencontrer. Ce sont donc les diplomates de l'ONU qui feront la navette entre les deux camps. Vous l'aurez compris, l'opposition syrienne exige l'arrêt des attaques contre les civils et l'accès aux populations assiégées. On écoute à ce propos Basma Kodmani, porte-parole du Conseil national syrien. Le volet politique est sujet à négociation, la question humanitaire n'est pas sujette à négociation, elle est simplement l'application du droit humanitaire international. C'est ce que nous attendons, mais nous sommes là très sincèrement et très sérieusement. Toute la délégation sera présente dans son ensemble à partir de demain et nous sommes là pour une négociation politique qui traitera d'un gouvernement de transition pour la Syrie, de la situation sécuritaire, mais la question humanitaire utilisée par le régime comme une arme est une question est totalement inadmissible en droit international et rend impossible la négociation politique. Une triple explosion au sud de Damas revendiquée par Daesh, une voiture piégée et 2 kamikazes. La cible, le sanctuaire chiite de Saïda Zainab. Au moins 50 personnes ont été tuées et 110 autres blessées selon l'agence officielle syrienne. La mosquée abrite le mausolée de l'une des petites filles du prophète Mahomet où de nombreux pèlerins chiites s'y rendent quotidiennement. En février 2015, ce site de pèlerinage pour les chiites d'Iran, du Liban ou d'autres parties du monde musulman avait déjà été la cible d'une attaque suicide qui avait fait 4 morts et 13 blessés. Le patriarche maronite Shaharaï a salué ce dimanche la réconciliation entre le courant patriotique libre et les forces libanaises, estimant qu'il n'y avait plus aucune raison que l'élection présidentielle soit retardée. Il s'est exprimé lors de son homélie dominicale à Pkarki. On écoute le patriarche. Nous saluons la réconciliation politique il y a 2 semaines entre les forces libanaises et le courant patriotique libre. Et nous espérons que cette réconciliation puisse paver la voie à une réconciliation entre toutes les factions de la société libanaise et tous les partis politiques, dans l'intérêt général. Il n'y a plus aucune raison, après l'annonce de l'ensemble des candidatures, que les séances consacrées à l'élection présidentielle n'aient pas lieu, conformément aux règles démocratiques, à la Constitution et au pacte national, après 20 mois de vacances à la tête de l'État.
Le Conseil supérieur grec catholique a lui aussi salué ce dimanche la réconciliation entre le courant patriotique libre et les forces libanaises. Lors de sa réunion mensuelle, le Conseil présidé par le patriarche Grégoire III a dit espérer que cette réconciliation engendre une entente nationale afin de faciliter l'élection d'un nouveau chef de l'État. Il a par ailleurs appelé à l'adoption d'une loi électorale plus juste et plus représentative des communautés libanaises. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Au retour sur le plateau de l'info, dernier meeting de campagne électorale pour les candidats républicains et démocrates aux États-Unis avant les caucus de l'Iowa demain. Les caucus débutent dans moins de 48 heures et Donald Trump caracole toujours en tête côté républicain. Du coup, la fin de campagne de ses adversaires a été marquée par des attaques en tout genre à son encontre. Les précisions de Florent Rodeau. Please welcome the next president of the United States, Donald J. Trump. S'il remporte l'investiture, Donald Trump n'a aucune chance de battre Hillary Clinton en novembre prochain. Voici l'argument avancé par la plupart des candidats républicains à quelques heures seulement du début des caucus de l'Iowa. Bien décidés à mettre à mal l'avance du mania de l'immobilier dans les sondages, ses adversaires n'ont cessé ces dernières heures de s'en prendre à la méthode Trump. Vous n'allez pas gagner en mettant de côté toute une partie de la population. Vous n'allez pas gagner en insultant les handicapés ou en insultant les femmes. Honte à vous, Donald Trump, et honte aux personnes qui pensent que c'est comme cela qu'on gouverne. Même son de cloche chez le sénateur du New Jersey, Chris Christie, pour qui l'attitude du milliardaire relève plus du one-man show que de la politique. La campagne a été amusante, et cela ne me dérange pas que les gens s'amusent. Je vous invite à vous amuser, c'est une bonne chose. Mais nous ne sommes pas en train de choisir le comique en chef, nous sommes en train de choisir le commandant en chef. Principal rival de Donald Trump, Ted Cruz sait l'importance de bien figurer dès ses premiers caucus de l'Iowa. Son argument pour convaincre les derniers indécis, il est le garant des valeurs américaines. En qui avez-vous confiance? Qui va défendre la Constitution? Qui va éliminer les terroristes? Qui va abroger l'Obamacare et défendre la vie, le mariage, la liberté religieuse et la sécurité de ce pays? Plus motivé que jamais, Donald Trump est arrivé dans l'Iowa à bord de son avion privé. Une fois sur le tarmac, il a appelé ses partisans à la mobilisation générale. Je vous le dis, ce n'est que le début et le moment décisif, c'est maintenant. Selon les dernières enquêtes d'opinion, le milliardaire est toujours en tête dans l'Iowa, avec environ 31% des intentions de vote. Démocrate, Hillary Clinton apparaît d'ores et déjà comme celle qui a le plus de chances d'être élue à la Maison-Blanche. Le New York Times s'engage aussi en faveur de l'ancienne secrétaire d'État. Et ce n'est pas la première fois. Le comité éditorial du New York Times rappelle qu'il a soutenu Hillary Clinton à 3 reprises, 2 fois pour le siège de sénateur dans l'État de New York et 1 fois pour la primaire démocrate de 2008 en vue de la présidentielle contre Obama. Clinton est toutefois embourbée depuis mars dans une controverse sur ses dizaines de milliers d'emails lorsqu'elle pilotait le département d'État. Un scandale qui a jeté un froid sur la campagne de l'ancienne première dame et qui lui a valu d'être vivement critiquée par ses adversaires républicains. Dans le reste de l'actualité, manifestation anti-migrants au lendemain d'une ratonnade organisée par des hooligans appartenant à la nébuleuse néo-nazie. Des contre-manifestants sont venus défendre les demandeurs d'asile contre l'extrême droite en Suède. Une centaine d'hommes masqués ou cagoulés s'en sont pris vendredi à des personnes d'appartenance étrangère. 5 personnes ont été arrêtées, dont 3 relâchées. Léla Sali. Ils sont une centaine à être descendus dans les rues de Stockholm pour réclamer la démission du gouvernement. Un rassemblement organisé par le parti anti-immigration, les démocrates de Suède. C'est une manifestation qui réunit des groupes et des individus rattachés au paysage nationaliste radical. Les démocrates de Suède sont présents, mais il y a aussi des gens de ce nouveau groupe de plus en plus important. Un groupe qui défend sa propre idéologie de la race. À quelques mètres de là, un autre groupe, 200 personnes ont organisé une contre-manifestation. Rapidement, des heurts éclatent entre les deux parties, interrompues par les forces de l'ordre massivement déployées. On attendait de pouvoir traverser la route. C'est à ce moment-là que j'ai été poussé sur le sol et quelqu'un a essayé de me donner des coups de pied dans la tête, mais j'ai réussi à les éviter. Ensuite, la police est arrivée et a mis fin à tout ça.
Des violences qui témoignent des tensions croissantes à Stockholm. La veille, un groupe d'hommes cagoulés a déferlé dans ce quartier, près de la gare, où se croisent jeunes, marginaux et migrants mineurs. Ils ont attaqué plusieurs personnes d'origine étrangère avant de distribuer des tracts appelant à la violence contre les jeunes migrants. La police a arrêté 3 personnes, des hooligans liés à des groupes d'extrême droite. En 2015, 163 000 réfugiés ont déposé une demande d'asile en Suède. Mercredi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le pays allait expulser près de la moitié de ces migrants, dont la demande d'asile a été rejetée. Une annonce qui n'a pas suffi à atténuer les tensions nourries par les nationalistes. À l'invitation de François Hollande, le président cubain Raúl Castro rencontrera son homologue français ce lundi 1er février à Paris. La poignée de main entre les deux hommes à l'Elysée s'annonce déjà historique. Et pour cause, une nouvelle page économique et diplomatique est en train de s'écrire, aussi bien pour la Havane que pour Paris. Axel Simon. Raúl Castro en visite officielle lundi à Paris. Le voyage du président cubain qui a succédé en 2006 à son frère Fidel Castro vient consacrer la nouvelle relation entre son pays et la France dans la foulée de son rapprochement avec les États-Unis. Une visite de cette nature en France, avec ce type de protocole mis en place, donne indiscutablement à Cuba un éclat international. C'est l'occasion d'amplifier la vision donnée par le président Hollande lors de sa visite à Cuba, de faire connaître la réalité cubaine, de resserrer les liens entre les deux pays. Décembre 2014 marque le début du rapprochement entre Cuba et les États-Unis avec une rencontre entre Raúl Castro et Barack Obama dès avril 2015. Un rapprochement dont bénéficieront les pays européens. Quelques semaines plus tard, en mai 2015, François Hollande est le premier chef d'État occidental à se rendre à Cuba depuis plus de 50 ans. La visite de Raúl Castro en France s'inscrit dans une feuille de route économique ambitieuse. Paris veut s'appuyer sur Cuba pour gagner en influence en Amérique centrale et en Amérique latine et devancer les concurrents américains et européens. La France a déjà renégocié la dette cubaine à hauteur de plus de 8 milliards d'euros. Elle compte aller plus loin au niveau bilatéral. Cette île communiste en voie de transition fait figure de nouveaux pôles d'attraction pour les entreprises françaises. Plusieurs contrats commerciaux ont déjà été signés, notamment avec le groupe de transport maritime CMA-CGM ou avec le groupe hôtelier Accor. La question des droits de l'homme sur l'île devrait être aussi abordée avec François Hollande. Barbie pour ses formes extraterrestres accusées de donner de fausses images de la femme adulte aux petites filles. Eh bien, la société américaine Mattel, qui les commercialise, a entendu le message et a présenté cette semaine ses nouvelles Barbie plus proches de la réalité. On regarde ça avec Olivier Boulanc. Toutes les filles ne sont pas minces et blondes aux yeux bleus. Barbie veut désormais promouvoir la diversité à travers ses nouveaux modèles. Des poupées plus petites ou plus rondes qui ravissent ses fans. Les Barbies qui sont toutes les mêmes ne sont pas très marrantes. Elles sont toutes pareilles. Parfois c'était un peu ennuyeux qu'elles soient toutes blondes et parfaites. Là, elles sont normales. Exit donc la Barbie historique. Ici, le premier modèle sorti en 1959 qui a inspiré tous les autres. Depuis des années, des parents et des associations féministes demandaient à ce que la poupée devenue culte reflète plus la réalité. La nouvelle version ronde a des mollets, des hanches, mais toujours une coiffure impeccable. Désormais, les jeunes clientes auront le choix entre des Barbies avec des yeux de 22 couleurs différentes, 24 types de cheveux et 7 couleurs de peau. La moitié des États-Unis n'est pas blanche. Du coup, les enfants veulent des poupées qui leur ressemblent. Différents types de corps, bien sûr, mais surtout différents teints de peau. Le fabricant de la célèbre poupée, la marque Mattel, compte sur cette nouvelle stratégie pour relancer les ventes de Barbie. Depuis 2 ans, elles sont en chute libre, subissant la concurrence des tablettes et des jouets électroniques. Open d'Australie, Novak Djokovic remporte son 6e titre face à André Murray en 3-7, 6-1, 3-5, 7-6 à Melbourne. C'est le 11e titre du Grand Chelem, du numéro 1 mondial. Djokovic, 28 ans, égale le record des titres à l'Open d'Australie, établi par l'Australien Roy Emerson dans les années 1960 et conforte sa mainmise sur le tennis mondial.
Fin de cette édition, le rappel des titres. L'opposition syrienne rencontre l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, à Genève et exige l'arrêt des attaques contre les civils et l'accès aux populations assiégées. Une triple explosion au sud de Damas revendiquée par Daesh. La cible, le sanctuaire chiite de Saïda Zainab. Au moins 50 morts et plus de 110 blessés. Le patriarche Rali salue la réconciliation FL-CPL, estimant qu'il n'y avait plus aucune raison que l'élection présidentielle soit tardée. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24. À tout à l'heure. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.